12h, 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau. Nous avons soumis 2 romans très attendus à nos chroniqueuses, romans de cette rentrée littéraire du mois de janvier. Demain, vous pourrez découvrir dans les librairies la traduction du dernier roman de l'écrivain américain Russell Banks, décédé il y a tout juste 1 an, son titre « Le Royaume enchanté ». Dernier livre aussi de l'écrivain français Antoine Volodine qui paraît ce vendredi. Et là encore, vous verrez, c'est un monde à lui tout seul. Vous saurez tout donc sur ces 2 événements dans un instant grâce à Élise Lépine. Bonjour Élise. Bonjour. Vous êtes journaliste littéraire au Point. Merci d'être avec nous. Bienvenue à Virginie Bloch-Léné également. Bonjour Virginie. Bonjour Nicolas. Critique littéraire à Libération et à Elle. Bienvenue à toutes les 2 dans les Midis de Culture. Et nous commençons donc par Le Royaume enchanté de Russell Banks chez Actes Sud. Elle était grande et mince, et bien qu'elle ait passé de nombreuses années à faire un dur travail physique à l'extérieur sous le soleil du Sud, bien qu'elle se soit aussi occupée du ménage depuis qu'elle était adolescente, sans le secours de ces appareils électroménagers modernes qui épargnent beaucoup d'efforts et que nous considérons maintenant comme allant de soi, et bien qu'elle ait donné naissance à 5 enfants, Mère avait encore à 30 ans un visage jeune, le teint rose et bonne mine. Avant son décès en janvier 2023, l'écrivain américain Russell Banks a laissé derrière lui Le Royaume enchanté, titre de son dernier roman, qui vient donc d'être traduit en français par Pierre Furlan et qui paraît demain aux éditions Actes Sud. On y découvre le personnage principal, Harley Mann. Nous sommes en 1971. Cet octogénaire décide alors de se confier sa vie à un magnétophone. Dans sa première bobine, il nous raconte donc son désir de récit, l'achat de l'enregistreur, un fameux Grundig TK-46 et une douzaine de bandes vierges. Il ne veut pas écrire, il veut parler, raconter, utiliser sa voix plutôt que sa plume, avec l'espoir que quelqu'un retrouvera ces fameuses bobines et en fera une retranscription. Et c'est donc l'auteur qui intervient à ce moment-là dans le récit, dès le prologue, pour nous éclairer sur comment il a découvert ces bobines et retranscrit son contenu. L'enfance, l'adolescence, l'immigration de sa famille en Floride en 1902, leur vie dans une communauté utopiste et socialiste, à l'endroit où plus tard se dresserait Disney World. Le récit est dense, il faut bien le dire, car la vie personnelle de Harley Mann vient percuter et éclairer l'histoire de l'Amérique. Voyage dense de 390 pages. Vous a-t-il embarqué, Élise Lépine ? Eh bien oui, moi il m'a embarqué, mais pas tout de suite. Ah. J'ai eu un peu de mal d'abord à rentrer dans le livre, et je me suis souvenu, ça faisait longtemps que j'avais pas lu Russell Banks, et je me suis souvenu que ça avait fait ça aussi pour les précédents que j'avais lus. J'ai toujours eu un peu de mal au début. Il a une écriture, pour un grand écrivain américain qu'il était, il a une écriture assez sèche, peu de métaphores, il nous prend peu par la main, et finalement c'est la force du récit qui nous embarque. Et au début, on a du mal à la trouver, avec cette mise en place que vous avez décrite. Oui, alors ce que j'ai raconté, moi, c'est vraiment... C'est le tout début. Le tout début, parce que c'est effectivement toute une mise en place très lente pour arriver effectivement au cœur du récit du roman ensuite. Et moi, il y a 35-40 pages qui m'ont paru un peu longues et un peu austères. Et puis finalement, j'ai fini par être agrippée par ce jeune héros, Harley Mann, qui est un gamin au début, qui va grandir dans différentes communautés, dont le père meurt très tôt. Donc il y a ce grand sujet du père qui est très présent dans l'œuvre de Russell Banks qui revient. Donc il est orphelin. Sa mère se débrouille avec 5 enfants, 2 paires de jumeaux. Lui est l'aîné avec son frère jumeau. Ensuite, il y a 2 autres jumeaux garçons, puis il y a une petite fille. La mère est enceinte et il déménage dans une plantation. Et moi, j'ai découvert qu'au début du XXe siècle en Amérique, il y avait des plantations sur lesquelles les gens vivaient dans un état d'esclavage total, battus, violés, humiliés, affamés, etc. Donc, ils vont passer quelques temps dans cette plantation et la mère va réussir à envoyer une lettre à une communauté de Shakers, qui sont en fait une communauté utopiste religieuse américaine qui avait pour mission de ne pas se marier, de vivre dans la pureté sexuelle, dans la communauté, de tout partager, etc., qu'un idéal communiste en fait. Et ils vont rentrer dans cette communauté et ils sont promis à la communauté. Donc ils sont pas vraiment des Shakers tant qu'ils sont enfants, mais ils sont élevés comme des Shakers. Ils travaillent aussi gratuitement. Et là, ce garçon va tomber amoureux d'une jeune fille.
qui elle a la tuberculose et qui vient se réfugier régulièrement chez les Shakers, et il va tomber raide amoureux d'elle. Amour impossible. Voilà, amour impossible, bien sûr condamné par la communauté puisqu'on ne peut pas être amoureux ou avoir de rapports sexuels. Et il y a le chef de cette communauté qui s'appelle John, représente une autre figure paternelle et va être aussi à la fois un rival amoureux, puisque notre héros se demande si il ne serait pas aussi peut-être dans une relation amoureuse secrète avec cette fameuse jeune fille qui s'appelle Sadie. Voilà, vous avez tout résumé quasiment, Élise Lépine. Je disais que c'était dense, effectivement, on vient de le comprendre. Virginie Bloch-Lenné, êtes-vous rentrée dans ce roman? Est-ce que la mise en place et ensuite ces descriptions de cette Amérique, effectivement, que moi non plus je connaissais pas, vous a-t-elle séduite? Pas du tout. Aïe. Élise parlait de ces 35-40 premières pages qui piétinent. Moi, je trouve que tout le livre piétine, mais c'est vrai que cette ouverture, elle est étonnante par rapport à d'autres romanciers américains qui se caractérisent par l'énergie de l'ouverture. Je pense notamment à Philip Roth. Donc là, ça piétine, il décrit sa famille. Ce sont des pages de définitions identitaires qui n'en finissent pas. C'est un livre, c'est un portrait de l'Amérique, un portrait peu flatteur d'une Amérique puritaine. Et le titre, Le Royaume enchanté, désigne cette communauté puritaine qui s'établit en Floride, et sur ces terres, un autre royaume enchanté prendra place, et il l'écrit d'ailleurs, un royaume enchanté chasse l'autre, c'est Disney World. Donc je m'attendais, en lisant l'argumentaire, à quelque chose de très énergique et un portrait du self-made man, et même un portrait critique de cette Amérique sans foi ni loi. Je trouve que c'est un portrait très caricatural, on comprend dès le départ que ce que font ces gens, que ce puritanisme, cette pureté, ce vœu de chasteté n'est qu'hypocrisie, puisque le chef de la communauté est amoureux de la femme dont est amoureux le héros, et qu'une hypocrisie va prendre la place d'une autre. Donc non, ça c'est un récit biblique, très lourdement biblique, avec le chef de la communauté s'appelle l'aîné John. Il appelle père et mère avec des majuscules. Non, ça m'a pas du tout. Vous êtes ennuyée? Je me suis ennuyée et j'ai pas trouvé, le dynamisme que j'attends qu'on trouve souvent chez un romancier américain. Élise Lépine, on a compris, il faut se laisser porter au début. C'est vrai qu'il y a quelques pages qui sont difficiles, où il y a toutes ces descriptions dont parlait Virginie Bloch-Lenné. Au début, on comprend pas vraiment qui est qui. Il y a toutes ces communautés d'ailleurs. On a un peu du mal aussi à les repérer, on se mélange un tout petit peu. Et puis ensuite, il y a quand même, effectivement, ce mythe dont parlait Virginie Bloch-Lenné, c'est-à-dire cette communauté communiste, comme vous le disiez, qui va être remplacée par l'Amérique capitaliste, c'est ça? Moi, ça m'a touchée. En fait, j'ai pas trouvé que c'était un portrait si peu flatteur que ça des Shakers. En fait, je les trouve... Alors oui, ils sont traversés par des désirs, par l'envie d'aimer, par l'envie de faire l'amour, etc. Donc c'est sûr qu'ils sont pas forcément fidèles à leurs convictions. Mais justement, j'ai aimé le fait que Russell Banks explore au cœur de l'humain une espèce de quête d'utopie avec la nature éphémère du bien, avec ces gens qui essayent de trouver des utopies, des façons de vivre ensemble, des façons d'émerveiller, des façons de... Enfin, quand même, ces Shakers sont des cultivateurs hors pair. Ils font du miel, ils font du lait, ils font du maïs. Enfin, ils font plein de choses. Ils ont toujours des techniques de cultivation qui sont intéressantes. Ils publient ça dans les journaux, etc. Donc, c'est beau ce qu'ils font, en fait. Et puis, ça capote complètement parce qu'ils ne se reproduisent pas, ils n'ont pas d'enfants. Donc il faut convertir les gens, ils n'y arrivent pas. Donc il y a une forme de mort-née de cette ambition et en même temps de lumière de l'ambition, avec ce désir fou de faire communauté et qui sera remplacé, on le sait tout de suite, par Disney World, qui est une autre façon de créer une utopie, de vendre du rêve, de faire quelque chose ensemble qui soit beau, qui soit joli, qui apporte quelque chose à l'humanité. Et en fait, il nous parle aussi de la nature éphémère de ces utopies et la permanence du mal et de la permanence de l'échec. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment ému, en fait, dans ces destinées-là qui nous racontent, c'est que ces gens veulent faire le bien, sont pas des mauvais bougres. Ça va très mal se terminer quand même pour les Shakers. Ça va très mal se terminer pour le héros. C'est un homme qui est amer, malheureux, déçu de lui-même, déçu de sa vie, et qui en même temps nous la raconte en nous disant « moi j'ai voulu faire ça, j'ai vécu avec des gens qui voulaient faire ça ». Et puis maintenant, on a cette autre Disney World, on a cette autre utopie. Mais ça n'ira nulle part, ça ira aussi dans le mur. Mais on le fait. Quelqu'un l'a fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est la grande question.
Virginie? Oui, moi j'ai trouvé que c'était un portrait peu flatteur parce que ces bandes magnétiques trouvées par l'auteur, elles sont dans une cave qui est en train de moisir d'une bibliothèque et il les trouve dans une benne à ordures. Donc je trouve le symbole un peu gros. C'est sur une terre pourrie qu'a été fondée cette utopie et puis un autre royaume pourri prend la suite. Et le thème, il y a un passage où le thème de l'Amérique comme éternel recommencement apparaît, et ça, je trouve que c'est pas, ça c'est énergique et c'est pas bien, il l'exploite pas. Mais il y a un passage où Harleman dit: la plupart des vies aussi longues que la mienne semblent faites d'à-coups, d'arrêts et de nouveaux départs, de courses rapides d'un poteau à un autre, de l'optimisme à la désillusion et de la désillusion à l'optimisme et de retour, de l'aube au crépuscule, puis à la nuit, la plus obscure, et à une autre aube. C'est la façon de faire américaine, je suppose, toute une vie de recommencement. Et ce passage-là, s'il avait été développé avec le mal que représente Disney World, je trouve que ça aurait été mieux. Ça vous aurait peut-être emporté. Sur cet extrait, vous réagissiez, Élise? Oui, parce qu'en fait, moi, je trouve que l'extrait est très beau et pour moi, c'est un extrait qui est développé dans le livre. Pour moi, c'est la trame du livre, en fait. Et c'est un livre que j'ai trouvé aussi intéressant parce que le point d'orgue du roman, je trouve que c'est le moment où le frère jumeau de ce héros s'en va. Il décide, lui, son truc à lui, c'est le bétail. Il est très fort avec les chevaux, etc. Il y a une très belle scène d'ailleurs quand il est petit où il arrive à survivre à un cheval qui s'emballe alors qu'il est sur son dos à le guider, etc. Et ce frère s'en va gagner sa vie ailleurs, comme le font les Américains. On est vraiment dans le mythe américain de la destinée. Et en fait, ce frère qui était très peu exploité parce que la famille, les liens familiaux sont brisés chez les Shakers. On est élevé par la communauté. On n'a plus trop de rapport avec ses frères, avec sa mère, etc. Et en fait, ce frère très peu exploité, au moment où il s'en va, la vie du héros s'effondre. Et tout commence à partir à volo à partir de ce moment-là. Et moi, j'ai trouvé ça très symbolique. Et peut-être que c'est un symbolisme effectivement un peu lourd. Et effectivement, peut-être que ce livre est un peu lourd dans ses métaphores. Mais en même temps, la vie, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est cette fameuse image du bonheur qu'on ne voit pas quand il est là et puis qui, quand il s'en va, finalement crée une espèce de faille irrémédiable dans la vie d'une personne. Et après ça, je trouve quand même que l'enchaînement de catastrophes qui sont annoncées par des petits effets d'annonce que j'ai trouvé bien fait et sympathique. C'est-à-dire que régulièrement, il nous dit dans ses bandes, si j'avais su que ensuite il allait se passer ci et ça, j'aurais, et on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a envie de savoir. Donc moi, j'étais quand même agrippée. Mais alors ça c'est intéressant effectivement parce qu'on parlait du dispositif d'origine et effectivement de toutes ces petites clés à l'intérieur pour poursuivre tout au long du roman. Mais est-ce que ce qui est pas difficile aussi, c'est le fait que on sait que de toute façon ça va mal finir à chaque fois, que effectivement il y a quelque chose peut-être de fataliste. Virginie Bloch-Lenné? Oui, on le sait dès les premières pages parce que cet homme qui a eu une vie extraordinaire a fini, enfin son témoignage finit dans une benne à ordures. Et oui, ça porte, c'est un fatalisme. Oui, ça porte pas. Moi, j'ai pas été portée à la curiosité par ces débuts de chapitres, en effet, qui comme des débuts de première bande, d'une nouvelle bande. J'avais envie d'en savoir plus sur Disney World. Je pense que c'est ça, moi, qui m'a manqué. C'est ce passage de relais entre deux communautés faussement enchantées. Alors justement, il n'y a pas d'enchantement dans cette histoire. On comprend que l'idée de Russell Banks, c'est qu'il n'y a pas d'enchantement vraiment. C'est-à-dire qu'on a une utopie d'abord qui meurt, une utopie ensuite qui probablement va mourir. Je pense qu'on se doute tous que Disney World un jour finira, malheureusement ou heureusement. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça stérile. Il y a une stérilité en fait qui est incarnée par le mode de vie des Shakers, qui sont stériles par choix. Et en même temps, il nous dit quelque chose de l'humanité. C'est-à-dire, oui, quoi que vous fassiez, quelles que soient vos décisions, quels que soient vos choix, et quel que soit le rêve américain, la forme qu'il va prendre sous vos yeux et dans votre tête et dans votre imagination et votre cœur, il n'y aura rien derrière. Il n'y aura rien, mais qu'est-ce que vous allez faire de ce rien et qu'est-ce que vous allez faire de l'intervalle entre rien et rien? Est-ce que vous allez arriver à faire un royaume enchanté ou est-ce que vous allez échouer
et finalement finir dans une benne à ordures. Et est-ce que c'est grave de finir dans une benne à ordures? Je philosophe un peu là le 2 janvier, mais moi ça m'a touchée, ça m'a vraiment émue. Ça nous met aussi face à notre propre vie. Il n'y aura rien non plus derrière ce dernier roman Hélas. de Russell Banks, puisqu'il est mort le 7 janvier 2023 et que la dernière traduction vient de nous parvenir et elle est publiée demain aux éditions Actes Sud. Comment on le replace rapidement pour conclure peut-être dans l'œuvre de Russell Banks, Lise Lépine? Moi, je trouve qu'il conclut avec... je sais que Virginie ne sera pas d'accord avec moi, mais il conclut avec majesté une œuvre. Finalement, c'est un auteur qui n'a jamais eu l'éclat de Philip Roth, qui n'a jamais eu l'éclat de Cormac McCarthy dans la littérature américaine, même si c'est un nom très connu. Mais c'est quelqu'un qui a construit pierre par pierre un édifice littéraire important, avec un style bien à lui, et qui est un style que moi je respecte beaucoup parce qu'il est modeste. C'est pas quelqu'un qui a des coups d'éclat, c'est pas quelqu'un qui fait du style, et en même temps c'est beau. C'était un auteur très engagé à gauche, et tous les textes le sont, et celui-ci l'est aussi. Et beaucoup. Et puis qui parle aussi beaucoup de la figure du père et de la famille. Et ça ne peut, moi, ça me touche énormément. Le Royaume enchanté, vous l'avez reconnu. C'est Russell Banks, donc traduit de l'anglais par Pierre Furlan. Et c'est disponible ce mercredi 3 janvier aux éditions Actes Sud. 12h, 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau. Nous parlons à présent d'un autre événement, d'un autre monde, la sortie du dernier roman d'Antoine Volodine, Vivre dans le feu. J'ai vu pour la dernière fois Tante Machide environ 1 mois avant qu'elle soit mise en prison, condamnée à mort et pendue. Mise en prison parce qu'elle avait attaqué une banque, condamnée à mort parce qu'au cours de la fusillade, elle avait tué 5 personnes, dont un jeune de 17 ans qui faisait partie de sa bande, et pendue parce que la garde nationale lui avait laissé le choix entre le peloton d'exécution et la potence. On bénéficiait en effet de ce genre de prévenance à l'époque, une brève parenthèse que l'histoire enregistrera comme la plus humaniste dans la répression contre le banditisme, du moins chez nous. Mais bon. Celui qui parle, c'est Sam, le brave soldat Sam, à qui il ne reste plus que quelques fractions de secondes de vie. Nous nous trouvons en terrain découvert et nous sommes en plein sur la trajectoire de l'immense nuage orange, écrit-il. La mort se précipite sur nous. Ce nuage orange, ce sont les flammes d'une vague de napalm. Alors qu'il est en train d'atteindre ce dernier moment, l'instant suprême, celui qu'on décrit souvent comme un passage en revue à toute vitesse de sa propre vie, Sam va prendre une autre décision. Sa vie, cette suite apocalyptique, il dit la connaître par cœur et va donc prendre une seconde pour composer un roman. À la va-vite, en accéléré, un roman où tout est permis. Chaque chapitre raconte donc, comme on vient de l'entendre, l'histoire d'un membre de sa famille. Sam recompose son arbre généalogique, convoque des personnages féminins, hauts en couleur, grand-mère, cousine et tante. On va en parler bien sûr. Toutes et tous n'ont qu'un objectif, lui donner des leçons de feu, lui apprendre à vivre dans le feu. Virginie Bloch-Lenné, vous êtes-vous laissée aspirer, happée par ce 49e et dernier ouvrage d'Antoine Volodine? On expliquera pourquoi. Alors non, je suis désolée. Soyez pas désolée. Pas non plus. Voilà, ça m'a pas plu non plus. C'est le 49e parce que Antoine Volodine compose ce qu'il appelle un édifice post-exotique, c'est-à-dire un ensemble de textes, il était prévu qu'il y en ait 49, qui n'appartiennent à aucun courant littéraire. C'est le dernier. Ils sont tous... ce courant, c'est pas un courant littéraire, mais il y a quand même un ton, une veine post-apocalyptique. Ce sont des histoires de désastres, d'errance de personnages dans un monde pas situé précisément. Le temps non plus n'est pas daté précisément. L'histoire de ce... Moi, c'est la première fois que je lisais un volume de cet édifice. Non, ça ne m'a pas plu. C'est post-apocalyptique. Je ne comprends pas ce que veut dire post-exotisme. C'est un désastre, c'est un constat de désastre, mais je trouve que ça ne va pas au-delà. Les personnages féminins sont souvent des sorcières, enfin elles ont des pouvoirs extraordinaires. On lui apprend à vivre dans le feu, c'est-à-dire à vivre dans la catastrophe.
Voilà, mais qu'en fait-il? Moi, je vois pas. Vous n'avez pas compris Non, la j'ai pas démarche compris. d'Antoine Volodine. J'ai pas apprécié, j'ai pas trouvé ça beau. Non. Élise Lépine, il y a beaucoup de questions qui sont posées par Virginie Bloch-Lenné. Vous commencez par quoi? Le genre, peut-être? Mais moi, alors le genre, je pense que post-exotisme, c'est un peu une boutade de l'auteur qui, à un moment donné, on lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites comme genre, Antoine Volodine? Et il a répondu, je fais du post-exotisme, comme il aurait dit, je fais du post je ne sais quoi. Et en fait, c'est devenu le post-exotisme Antoine Volodine. Et je crois que lui, c'est un auteur qui fait beaucoup d'autodérision, qui est assez drôle, en fait, dans ses livres. Moi, je souris beaucoup en le lisant, souvent, même si c'est très catastrophique ce qu'il écrit, enfin les scènes qu'il décrit. Et en même temps, je crois qu'il s'intéresse assez peu au genre dans lequel il s'inscrit. Alors, on l'a fourré au début dans la science-fiction. On l'a sorti de là pour le mettre dans le post-apocalyptique. Et maintenant, il s'est mis tout seul dans le post-exotisme. Mais je crois que tout ça n'a pas tellement de sens. D'ailleurs, dans le livre, c'est abordé de manière assez claire, puisque il y a une de ses tantes toutes ses tantes, en fait, sont un peu des sorcières, magiciennes, chamanes, etc., qui lui apprennent à vivre dans le feu. Et il y en a une qui dit, l'espace, le temps, quand on est au cœur du feu, on n'en a vraiment rien à foutre. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je pense que c'est ce que fait Antoine Volodine dans toute son œuvre. Moi, j'ai pas lu toute son œuvre, mais j'en ai lu plusieurs. Et je crois que c'est ce il essaye de nous sortir de ces considérations-là sur mais où on est, qu'est-ce qui s'est passé, qui fait quoi, etc. pour nous dire en fait l'urgence d'écrire, l'importance d'écrire et l'importance de survivre dans un monde qui de toute façon, quoi qu'il arrive, part à volo, quelle que soit l'époque. C'est ça qui compte. Et c'est ça qu'on fait quand on fait de la littérature ou quand on en lit. Moi, ça m'intéresse beaucoup en fait. Il y a un second degré qui est là et qui est présent avec des touches d'humour. Vous l'avez dit. Il y a par exemple, moi, ce qui m'a fait beaucoup, ce qui m'a amusé en préparant l'émission, c'est qu'à la page 15, sa grand-mère lui demande de lire un récit et il y a quasiment un début de chronique littéraire sur le récit qui était là. Et je me suis dit, bon, alors je vais me retrouver dans ce studio de radio avec nos chroniqueuses en train de chroniquer le livre. Et voilà, il y avait une forme de parallèle assez amusant. On se raccroche comme ça à ce qu'on connaît, effectivement, mais on est aussi parfois un peu perdu, comme disait Virginie Bloch-Lenné. Non? Alors moi, je me suis demandé si tout était dérision, si tout était une mystification, ces 49 romans. Mais si c'est ça, ça me plaît davantage, mais j'ai pas ri, contrairement à vous. Mais peut-être que, comme le disait Élise, ce mot cette expression de post-exotisme n'est qu'une blague et que il ne faut rien prendre au sérieux, mais tant d'efforts pour des livres... qui sont une mystification, ça m'étonne. Donc je ne sais pas sur quel pied danser. Il y a tout de même rien à prendre au sérieux, sauf peut-être la littérature, parce qu'on est quand même aussi dans la fabrique d'un roman. On est dans, quand il dit « j'ai une seconde pour composer un roman », on se laisse pour le coup embarquer par ce qu'il va nous livrer. À ce moment-là, Élise Lépine. Non, puis je crois qu'il prend très au sérieux le sentiment de mort imminente, qui est quand même notre lot à tous d'êtres humains. C'est-à-dire que on est tous hantés par le fait qu'on va mourir, et on l'est d'autant plus en ce moment que on vit dans une époque extrêmement anxiogène. Alors peut-être que les autres époques étaient aussi anxiogènes, hein, on peut le penser. Mais Antoine Volodine s'empare de ça pour nous dire voilà, Terminus Radieux, c'est aussi un livre que j'avais adoré, qui a eu le prix Médicis en 2014. C'est aussi un livre qui est post-apocalyptique, dans lequel le monde s'est effondré, on essaye de survivre dans des espèces de vestiges de civilisation. Là, on peut penser peut-être encore plus tard, et les personnages essayent de survivre. À un moment, il y a une espèce de parenthèse enchantée avec une petite ville où des gens se font tuer par des snipers, mais quand même, ils reprennent leur vélo, sont des cyclistes, et puis ils repartent. Alors oui, c'est drôle, moi ça me fait rire. Ce qui me fait rire aussi, c'est que le personnage ne sait pas son âge, et finalement il dit, moi j'ai 8 ans, mais en fait, il peut-être 30, peut-être 45, 33, peut-être 50, peut-être 200, et tout ça est assez amusant. Et en même temps, c'est très sérieux d'avoir peur de mourir. Moi, j'ai peur de mourir, honnêtement. Et franchement, Antoine Volodine, il arrive là, et moi, il me donne une espèce d'espoir et de consolation. Dans ces livres qui sont par ailleurs remplis de violence, de feu, de flammes, de désolation, de désastre, il nous dit, bah non, mais l'instant qu'on peut saisir, saisissons-le. Ce qu'on peut prendre, prenons-le et faisons-en quelque chose. Et il en fait quelque chose de magistral, parce que par ailleurs, il écrit merveilleusement bien, et
même si ces livres sont des livres sans forcément de structure, de narration précise, voilà, tout est évanescent, tout est très très instantané, tout arrive et repart comme ça sur un fil assez équilibriste, mais en même temps, il nous donne quelque chose de précieux à chaque mot. Et moi, j'adore m'emparer de ça chez lui. J'adore attraper comme une espèce de bâton flambant, quoi. On l'attrape, on le regarde et puis on le repasse. Ça, c'est magique. Virginie Bloclet, sur les personnages qui sont à l'intérieur de ce roman, puisque chaque chapitre est consacré effectivement à un membre de la famille de ce fameux Sam. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intéressé quand même? Est-ce qu'il y a la place de certains personnages, le fait que il y a des personnages féminins qui sont très forts, qui apportent des choses peut-être à ce niveau-là? Alors non, là aussi, les personnages féminins sont très forts. J'ai trouvé que c'était très grossier aussi. Ils sont très forts, elles ont des noms à coucher dehors. D'ailleurs, il y a un passage où une langue est inventée, il y a une langue post-exotique. Elles sont fortes, c'est elles qui transmettent le savoir, c'est d'elles dont on hérite dans ce monde-là. Non, il y a pas on ne peut pas s'attacher à ces personnages et ces faits. Ce sont des guerrières, des bandits. Non, ça vous a pas du tout convaincu. Ça m'a pas plu. Élise Lépine. Mais moi, au contraire, ça m'a complètement convaincue. Chaque personnage est un monde en soi. Et il y a une des tantes magiciennes sorcières qui est connue pour avoir une collection d'homoncules. Alors, on se demande ce que c'est. On pense que ce sont des petits fœtus dans du formol. Effectivement, elle a ça chez elle. Et puis, elle emmène à un moment donné dans son sous-sol son neveu. Et là, en fait, elle a capturé des personnages méchants de la famille, des hommes, beaucoup, tous des hommes. Et elle les a réduits en petits homoncules. Elle les a enfermés comme des petits aquariums ou des terrariums. Ils vivent là une vie de souffrance et d'ennui. Ils n'entendent que les choses qui leur font peur. Et à un moment donné, on peut les transpercer avec une aiguille et les tuer, les terroriser, les torturer. Et ça, c'est un peu la magie de l'écriture. On voit l'écrivain à l'œuvre, avec ces petits personnages qu'il invente et sur qui il a le pouvoir de vie ou de mort. Et ça aussi, c'est rassurant, dans un monde où tout nous échappe, de penser qu'il y a quand même des gens comme Antoine Volodine qui, à un moment donné, mettent des petites bestioles qui nous embêtent dans des boîtes et peuvent, s'ils le décident, les transpercer avec une grande aiguille. Il y a une vengeance et une revanche là qui est assez jouissive. Toute l'œuvre, donc ces 49 romans, font partie d'une performance artistique qui n'a apparemment pas du tout plu à Virginie Bloclet. Ça, on l'a bien compris. Oui, il revendique. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était pas une vaste plaisanterie, parce qu'il revendique le fait que ce soit une performance artistique. Or, l'écriture est très classique. En fait, en effet, il écrit très bien, c'est très classique. C'est ce décalage qui vous a plu. C'est une plaisanterie très sérieuse. Et ça s'appelle Vivre dans le feu, d'Antoine Volodine. Ça paraît ce vendredi 5 janvier aux éditions du Seuil. On vous met évidemment toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à toutes les deux. Élise Lépine, on vous lit dans Le Point. Merci à Virginie Bloclet, on vous lit dans Libération et dans Elle. Cette table critique est à réécouter sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.